On se pose tous la question un jour ou l'autre, souvent devant son miroir, pourquoi je suis comme ça? D'où viennent nos peurs, nos ambitions, nos bizarreries? Hmm. C'est cette question universelle que le sociologue Gerald Bronner attaque de front dans son essai Les origines. Et c'est la source qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, et ce n'est pas un livre de sociologie classique, hein. Non, c'est un voyage qui mêle souvenirs personnels, mythes anciens, psychologie, tout ça pour comprendre les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Exactement. Notre mission, c'est un peu de décortiquer ça. Comment nos origines, qu'elles soient réelles ou même fantasmées, façonnent notre identité. Et ce qui est passionnant, c'est le point de départ de l'auteur lui-même. Gerald Bronner, il se définit comme un transclasse. C'est-à-dire, Quelqu'un qui a navigué d'un milieu social très modeste jusqu'au monde, on va dire, des intellectuels parisiens. Et cette double perspective lui permet d'analyser une tension qui nous concerne tous. laquelle? D'un côté, le poids de nos déterminismes sociaux, familiaux, biologiques, et de l'autre, notre incroyable capacité à construire notre propre légende, notre fiction de soi-même. Pour y échapper ou la sublimer, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Alors, commençons par le début de cette prise de conscience. Bronner raconte une anecdote personnelle assez savoureuse. Oui, Enfant, il était absolument persuadé de venir d'un milieu aisé. C'est assez drôle, cette idée de se croire riche quand on est pauvre. ça s'appelle le biais d'optimisme. Ah oui, c'est ça. Et c'est un biais cognitif qui est surpuissant. Le livre donne des chiffres qui font sourire. Par exemple, 70% des gens s'estiment meilleurs conducteurs que la moyenne. ce qui est mathématiquement impossible, bien sûr. Évidemment. Et mon préféré, 94% des professeurs d'université se pensent supérieurs à leurs collègues. Ah, ça en dit long sur notre capacité à nous voir sous un jour favorable. C'est clair. J'imagine qu'on a tous un peu ce biais, personne n'aime se voir en bas de l'échelle. Pour le jeune Bronner, ce mythe personnel s'est effrité petit à petit. Chaque rentrée scolaire était une nouvelle étape. La désillusion. Oui, il comparait la profession de ses parents, les récits de vacances, les marques de vêtements, et il a fini par comprendre que sa famille était pauvre. Mhm. C'est une expérience que d'autres décrivent aussi. Il cite ce Tony qui débarque de son Isère natale au prestigieux lycée Henri IV. Et là, c'est le choc. Il prend conscience du gouffre qui le sépare des autres. C'est l'expérience fondatrice du transclasse. Mais ce qui est fascinant, c'est comment ce statut a évolué. Aujourd'hui, c'est presque devenu chic d'avoir des origines modestes. Une sorte de noblesse inversée. C'est un peu ça. Bronner raconte, non sans ironie, que certains de ses collègues se cherchent des ancêtres prolétaires pour se donner une légitimité. Mais il insiste sur un point crucial. Avant même la conscience de sa classe sociale, il avait un sentiment plus profond, Lequel? celui d'être différent, de ne pas être tout à fait à sa place. Et c'est cette conviction, dit-il, qui l'a poussé à se soucier davantage de sa destination que de ses origines. Et c'est là que le livre nous emmène dans une direction Oui. complètement inattendue. Ah oui. Pour explorer cette quête des origines, il fait un parallèle avec les mythes de la création du monde, les cosmogonies. C'est un parallèle audacieux. Ma première réaction, ça a été de me dire « Oi, 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 mais quel est le rapport ?» C'est un peu un grand écart intellectuel, non? Ben oui, ça peut paraître tiré par les cheveux, c'est vrai. Mais ce que Bronner montre brillamment, c'est que ces mythes révèlent une sorte de logiciel de notre cerveau, une structure narrative universelle. Comment il le sait? Il a analysé une cinquantaine de mythes de cultures qui n'ont eu aucun contact. Et le schéma de départ est toujours le même. Au début, il y a le chaos. Le chaos, c'est-à-dire le grand bazar? Non. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le désordre bruyant, c'est plutôt un état d'indistinction, d'immobilité. D'accord. L'image la plus fréquente, c'est les eaux primordiales. On retrouve ça dans la Bible, en Égypte. Le terme hébreu tohu bohu, à l'origine, ça ne veut pas dire bordel, mais désert, vide. Ok, une sorte d'état de veille, un écran noir avant le début du film. Et qu'est-ce qui lance la machine? L'acte créateur. Et c'est toujours une séparation. Une séparation. Oui, on sépare la lumière des ténèbres, le ciel de la terre. Il y a cet exemple violent, Chronos, qui mutile son père Uranos. Pour créer un espace entre eux. Exactement. Et cet acte de séparation, c'est ce qui crée le mouvement, le temps, donc l'histoire. Et le lien avec nous, alors? C'est que notre esprit est obsédé par ça. Trouver une cause première, un Big Bang personnel. On cherche tous dans notre enfance l'événement unique qui aurait tout déclenché. L'épisode 1 de notre vie. Voilà. Ce réflexe, c'est exactement le même que celui qui a produit les grands mythes. Et cette quête de l'événement originel peut être un piège. Absolument.
Ça me fait penser à cette tendance très actuelle. L'idée qu'une histoire n'est intéressante que si elle commence par un drame. On le voit partout. Chez les super-héros. Exactement. Pour être un héros, il faut une blessure originelle. C'est ça que le livre appelle le dolorisme. C'est tout à fait ça. Le dolorisme, c'est cette culture de la souffrance. L'idée que la douleur, surtout une douleur passée, donne de la valeur, une profondeur morale. Et ça vient d'où? La psychanalyse, même si ce n'était pas son but premier, a massivement popularisé cette grille de lecture. Si vous avez un problème aujourd'hui, cherchez le traumatisme dans votre enfance. Probablement lié aux parents. Voilà. L'exemple de l'homme au loup de Freud est assez dingue à ce sujet. Le livre le raconte et ça paraît complètement fou, quoi. Oui, Freud construit toute une théorie sur un rêve d'enfance avec des loups. Il y voit une scène sexuelle parentale. Observé à 18 mois. Une interprétation que le patient lui-même qualifiera de tirée par les cheveux et qui surtout ne l'a jamais guéri. Mais pourquoi ce récit doloriste est-il si séduisant? Alors, D'abord, il y a ce que les psychologues appellent le biais d'autocomplaisance. c'est-à-dire? C'est très confortable, mes réussites, c'est grâce à mon talent, mes échecs, c'est la faute de mon passé douloureux. Je vois. Et ensuite? Ensuite, dans notre époque très sensible aux injustices, le statut de victime peut conférer un certain pouvoir moral, un bouclier contre la critique. Oui, mais on pourrait aussi y voir autre chose qu'une simple excuse, non? Peut-être une tentative de donner un sens à une souffrance qui est bien réelle? C'est un point très juste et la nuance est importante. Brenner ne nie absolument pas l'existence de la souffrance ou des traumatismes. Alors, qu'est-ce qu'il critique? La systématisation de ce récit, quand il devient la seule explication possible, un prisme déformant qui nous enferme dans le passé. D'accord. Et cette idée de construire un récit sur sa souffrance, on la retrouve au cœur des textes sur les transclasses, n'est-ce pas? Quand on pense à Didier Ribon, Annie Ernaux, Ou plus récemment, Édouard Nouy. le thème central, c'est souvent la honte. La honte des origines. C'est devenu le récit quasi officiel du transclasse, presque un genre littéraire. La honte des parents, la honte de l'accent. Le cas d'Édouard Louis est emblématique. En finir avec Eddie Bellegueule, ça a été un choc. Un récit doloriste très puissant. Oui, mais il a aussi provoqué une immense colère dans sa famille, dans son village. Ils ne se sont pas du tout reconnus dans ce portrait misérabiliste, à la Germinal, comme ils ont dit. Et justement, Girald de Bronner, lui, il prend le contre-pied total de cette narration. Totalement. Il ne nie pas avoir ressenti une certaine gêne, par exemple l'embarras d'écrire femme de ménage sur une fiche de renseignement, mais il refuse que ça devienne une rancœur tenace. Un poison. Oui. Comment il explique cette différence de ressenti? Alors ça, c'est un des points les plus forts et les plus surprenants du livre. Il remet en cause le sentiment d'envie. L'envie? Oui, on suppose que c'est le moteur du transclasse. Mais il explique que pour lui et ses amis d'enfance, la bourgeoisie n'était pas du tout un modèle enviable. Ah non. Au contraire, il l'apercevait avec une forme de mépris moqueur. Il voyait les enfants de bourgeois comme des faibles, des gens protégés qui n'avaient jamais connu la dureté de la vie. Donc pas de raison de leur envier quoi que ce soit. Voilà, pas de raison d'avoir honte de ne pas être comme eux. C'est une perspective vraiment différente. Mais alors s'il n'y avait ni honte, ni envie, qu'est-ce qui lui manquait vraiment? Quel était le vide? Le manque, il le réalise bien plus tard. Et ce n'est pas un manque matériel ou social, C'est un manque de... de récit, un manque d'histoire. En fréquentant des gens d'autres milieux, il entend leurs histoires familiales, leurs légendes. Il se compare. Oui, et il a cette phrase terrible, « Eux avaient une histoire, et moi non. » Son passé à lui est amnésique. Pas de grande narration, juste des souvenirs épars. C'est peut-être ça le véritable handicap, l'absence d'une histoire structurée à se raconter. C'est son hypothèse. Ce qui nous amène à la question à $1 million. Inné contre acquis. Le grand débat. D'un côté, Bourdieu nous dit que l'habitus, le milieu social, nous façonne de manière quasi indélébile. De l'autre, la biologie, avec les études sur les jumeaux, nous montre que les gènes jouent un rôle énorme. C'est une guerre de tranchées sans fin, ce débat. Et Brunner refuse de choisir un camp. Mais il ajoute une troisième combattante dans l'arène. Oui, une hypothèse souvent négligée mais passionnante, celle de la psychologue Judith Richaris. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle propose de si différent? Son idée est aussi simple que radicale. Elle dit « Et si l'influence la plus décisive n'était ni nos parents, ni nos gènes, mais nos copains ?» Le groupe de pairs? Exactement. C'est iconoclaste, mais quand on y réfléchit, les exemples sont frappants. Le plus évident, c'est l'accent. C'est vrai. Les enfants d'immigrés ne prennent jamais l'accent de leurs parents. Ils prennent systématiquement celui de leurs camarades dans la cour de récré. C'est au sein du groupe qu'on apprend les codes sociaux pour survivre.
bien plus qu'à la maison parfois. C'est une perspective assez vertigineuse. Ça dédouanerait pas mal de parents angoissés. Un peu. Donc on serait un mélange complexe de ces trois forces, gènes, famille et amis. Comment on s'y retrouve là-dedans? Eh bien, on s'y retrouve pas simplement, et c'est ça la conclusion importante. Il faut accepter l'idée qu'on est un mélange incroyablement complexe, impossible à démêler. Et donc, Et c'est précisément parce que c'est si complexe que le pouvoir de la fiction, du récit qu'on se construit, devient absolument central. parce que ce qu'on croit être, nos origines, peut finir par nous façonner réellement. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Vous avez un exemple concret de ça? Le livre en donne un assez amusant avec l'astrologie. L'astrologie. Oui. Des études montrent que les gens qui connaissent bien leurs signes du zodiaque et qui y croient ont tendance à développer les traits de personnalité qu'on lui prête. Pas parce que les planètes ont une influence, bien sûr. Non, juste parce que la croyance seule suffit à orienter le comportement. Et un exemple avec un enjeu plus important. Un exemple plus puissant, c'est celui de la réussite scolaire de certains groupes d'immigrés, comme les enfants venus d'Asie du Sud-Est. D'accord. Confrontés aux mêmes désavantages sociaux que d'autres, ils surperforment statistiquement à l'école. Et une des explications, c'est qu'ils sont portés par un récit familial et culturel très fort qui valorise l'école et le mérite comme outil d'ascension sociale. Cette histoire qu'on leur raconte devient un moteur. Un moteur d'une puissance phénoménale. Donc, si on résume, à la question « Pourquoi devient-on qui l'on est ?», la seule réponse honnête, c'est compliqué. C'est ça. C'est un cocktail unique de gènes, de familles, de rencontres, mais par-dessus tout, c'est l'histoire qu'on décide de se raconter à partir de tous ces ingrédients. Mhm. Le message de Brunner est un appel à la nuance, et je dirais même à la dignité. Refuser des scénarios tout faits. Exactement. Qu'il nous présente en éternelle victime de notre passé ou en pur produit de notre destin. Et ça nous laisse avec une dernière idée à méditer, peut-être. Oui. On passe notre temps à se demander ce que nos origines ont fait de nous, comme si on était le résultat passif d'une équation écrite d'avance. Alors que... Et si la vraie question, la plus féconde et la plus libératrice, était plutôt « qu'est-ce que je décide, moi, aujourd'hui, de faire avec mes origines ?» Ça change tout. Ça change complètement la perspective. On passe du déterminisme à l'action et à la liberté fondamentale qu'on a tous de devenir le propre auteur de notre histoire.